Le secteur funéraire, on imagine tout de suite le deuil, les cérémonies. Mais si on allait voir ce qui se passe en coulisses, on va découvrir ensemble un monde de gestion des risques hyper méticuleux, conçu pour protéger celles et ceux qui travaillent dans ce milieu, les vivants. Ce qui nous amène à la question centrale. Comment fait-on concrètement pour garantir la sécurité de ces professionnels essentiels? Pour y répondre, on va déplacer notre regard du défunt vers le vivant et explorer les protocoles vraiment complexes qui les entourent. Allez, c'est parti, on passe derrière ce fameux rideau. Suivons ces professionnels dans leur quotidien pour comprendre les risques auxquels ils font face à chaque étape de leur travail. Et tout commence par la base de la base, mais c'est absolument fondamental. La première barrière contre les infections, ce n'est pas un équipement de pointe, non. C'est un lavage des mains rigoureux, au moins 30 secondes avec du savon, et on se sèche avec une serviette à usage unique. C'est le geste de protection numéro 1. Ensuite, pour les risques biologiques, on n'attend pas que le problème arrive. C'est de la prévention pure et dure, avec un véritable bouclier vaccinal. Les 4 vaccins qu'on voit ici sont obligatoires pour toute personne en contact avec un défunt. Ce n'est pas une option, c'est une protection indispensable. Maintenant, parlons des dangers qu'on ne voit pas à l'œil nu, les risques biologiques et chimiques. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer un environnement de travail qui est géré avec la même précision qu'un établissement médical. Pour maîtriser les risques de contamination, tout l'espace est divisé en 3 zones très claires. La zone 1, comme l'accueil, c'est un nettoyage par semaine. La zone 2, les couloirs par exemple, c'est tous les jours. Mais regardez bien la zone 3, là où il y a les salles de préparation et les véhicules, c'est désinfection après chaque utilisation. On est vraiment sur une rigueur de niveau hospitalier. L'un des pires scénarios, c'est ce qu'on appelle un AES, un accident d'exposition au sang. Ça veut dire n'importe quel contact avec du sang ou un liquide biologique qui pourrait être contaminé. Et il faut être très clair là-dessus, ce genre d'événement est toujours, systématiquement, considéré comme un accident du travail grave. Et si un AES se produit, une véritable course contre la montre s'engage. Le protocole est ultra précis et chronométré. Étape 1, on nettoie la zone pendant 5 minutes complètes. Étape 2, on appelle le 15 pour un avis médical dans l'heure. Étape 3, on déclare l'accident. Chaque seconde est cruciale. Mais les risques ne sont pas seulement biologiques, il y a aussi les défis physiques, le poids du métier au sens littéral du terme. Le corps est soumis à des contraintes énormes. Prenons un geste simple, soulever une charge de 25 kg. Si on le fait mal, avec le dos courbé, toute la pression va directement sur les lombaires. En revanche, si on plie bien les genoux, ce sont les jambes qui travaillent, les muscles les plus forts du corps. La différence est énorme et le chiffre qui suit va vous le prouver. Et voilà le chiffre, 375 kg. C'est la pression qui s'exerce sur le bas du dos quand on soulève 25 kg avec une mauvaise posture. C'est juste colossal. Avec la bonne technique, on tombe à seulement 75 kg. On comprend tout de suite pourquoi la formation aux gestes et postures n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors là, attention, un fait qui surprend presque tout le monde. Le risque mortel numéro 1 dans la profession funéraire, ce n'est pas une contamination, c'est la route. Les nombreux déplacements, la pression des horaires, la fatigue, tout ça fait des accidents de la circulation la principale cause de mortalité du métier. Face à ce risque, la politique est simple. Tolérance zéro. Et la loi est particulièrement sévère, que ce soit pour l'alcool ou pour les stupéfiants. Comme on peut le voir, les sanctions sont très lourdes. Grosse amende, prison, perte de points. Le message est clair, au volant, le comportement doit être irréprochable. Bon, on a vu les risques sur le terrain. Mais quelle est l'armature qui soutient tout ça ? On va regarder d'un peu plus près le cadre légal et organisationnel qui est vraiment la colonne vertébrale de toute la politique de sécurité. Tout part de la loi. Le Code du travail français est formel. L'employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité. Ce n'est pas juste une recommandation. Il doit tout mettre en œuvre pour protéger ses salariés en se basant sur des principes de prévention bien établis. Et l'outil central pour ça, c'est le fameux DUR, le document unique d'évaluation des risques. Mais attention, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est un document vivant. Il liste tous les risques, les classe par priorité et surtout, il définit un plan d'action. Et il doit être mis à jour au moins une fois par an, ce qui le maintient toujours en phase avec la réalité. Un autre volet essentiel de la sécurité, c'est la prévention incendie. Tout repose sur un concept très simple qu'on appelle le triangle du feu. Pour qu'un feu démarre, il faut 3 ingrédients, un combustible, de l'oxygène et de la chaleur. Le principe est simple, si on enlève un seul de ces 3 éléments, le feu s'éteint. Et bien sûr, pour enlever le bon ingrédient, il faut le bon outil. Tous les feux ne s'éteignent pas de la même façon. Un feu de bois ou de papier, c'est un feu de classe A, on utilise de l'eau. Mais n'essayez surtout pas ça sur un feu d'essence. Là, il faut un extincteur à mousse ou à poudre pour étouffer le feu.
La formation est donc vitale pour savoir réagir correctement. Pour terminer, on va aborder des risques peut-être moins visibles, mais tout aussi importants. Ce sont les risques psychosociaux, toute la dimension humaine de ce métier si particulier. Parce que le poids de ce travail, il n'est pas que sur le dos, il est aussi dans la tête. Être en contact permanent avec la mort, avec des familles en plein deuil, ça génère une charge émotionnelle et un stress qui peuvent devenir énormes. L'épuisement professionnel, le burn-out, c'est un risque bien réel. Le soutien est donc absolument fondamental. Ça passe par des formations pour mieux gérer la relation avec les familles en deuil, par des groupes de parole pour pouvoir échanger entre collègues et ne pas rester seul, des missions claires et un management à l'écoute sont aussi des piliers essentiels pour construire un environnement de travail respectueux. Alors, après avoir découvert cet envers du décor, notre regard sur ces professionnels change, n'est-ce pas? On réalise la compétence, le sang-froid et la résilience qu'il faut pour accomplir cette mission essentielle. Et ça nous amène à une dernière question. Maintenant qu'on connaît ce monde caché, de risques, comment est-ce que ça change notre perception de celles et ceux qui prennent soin de nos proches?